Les jungles de Seppan ne résonnaient pas que de coups de feu. Elles hurlaient. Nous sommes en 1944, et la nuit vibre de chants guerriers, d'acier et de quelque chose de bien plus ancien que la guerre elle-même. Pendant des années, les charges Banzai japonaises ont brisé les lignes alliées par la terreur pure et la force de volonté. Mais cette fois, elles rencontrent une nouvelle forme d'horreur. Elles n'utilisent pas de balles, elles utilisent le feu. Ce qui a commencé comme un projet top secret dans des laboratoires américains discrets va devenir l'arme qui mettra fin au mythe du courage invincible. Voici l'histoire du lance-flamme M2. Comment une seule invention a renversé le cours de la guerre du Pacifique et changé à jamais la psychologie du combat. Bienvenue sur Philippe Philippe. Abonnez-vous et plongez dans le feu. Avant que Seppan ne se transforme en fournaise d'acier et de flammes, la guerre du Pacifique avait déjà gravé un rythme sinistre dans l'esprit de chaque marine. Des plages de Guadalcanal aux trous de corail de Tarawa, une vérité se répétait sans cesse. Les Japonais ne se rendaient jamais. Ils combattaient jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien avec quoi se battre. Chaque grotte devenait une forteresse. Chaque tranchée, un tombeau. Ce n'était pas de la stratégie, c'était une croyance. Le code Bushido avait été transformé en quelque chose de plus sombre, un credo qui glorifiait la mort au service de l'empereur et condamnait la reddition comme une honte éternelle. Les officiers disaient à leurs hommes que la capture signifiait la torture, que les Américains les profaneraient. Alors ils chargeaient encore et encore. Leur dernier souffle se transformait en cri pour 10 000 ans de règne de l'empereur. Ces charges Banzai étaient bien plus que des attaques physiques. C'étaient des armes de terreur. Elles frappaient non seulement la chair, mais les nerfs. Des vagues de soldats hurlants se ruaient à travers les tirs. Leurs visages éclairés par les explosions, leur détermination intacte même en tombant. Certains portèrent des fusils, d'autres seulement des sabres ou des grenades attachées à la poitrine. C'était un chaos qui défiait l'esprit humain de rester calme, et beaucoup de jeunes marines n'y parvenaient pas. Certains se figeaient, d'autres tiraient à l'aveugle. Peu importait le nombre de soldats japonais tués. L'élan de la charge brisait souvent la ligne avant même de l'atteindre. Les commandants étudiaient ce schéma avec une inquiétude croissante. Les armes conventionnelles, fusils, mortiers, même l'artillerie pouvait tuer les hommes, mais elle ne pouvait pas arrêter la folie qui les animait. Chaque campagne insulaire ressemblait à un déjà-vu. Un cycle sans fin de sang et de courage qu'aucune quantité de balles ne pouvait effacer. Les Américains avaient la technologie, les Japonais avaient la conviction, mais la conviction, allait-il apprendre, ne peut survivre que jusqu'à ce qu'elle rencontre quelque chose de plus terrifiant qu'elle-même. En 1944, le commandement américain savait que ce cycle devait prendre fin. Ils n'avaient pas besoin d'une nouvelle arme à feu, ils avaient besoin d'un nouveau type de peur. La solution pour briser la charge imparable ne venait pas du front. Elle venait des laboratoires où des ingénieurs étudiaient non pas le courage, mais la chimie. L'armée américaine avait déjà vu des lance-flammes. Les Allemands les avaient utilisés pendant la Première Guerre mondiale. Des engins rudimentaires qui projetaient du carburant enflammé à travers les tranchées, mais qui étaient tout aussi dangereux pour ceux qui les portaient. Ils crachaient, fuyaient et explosaient s'ils étaient retouchés. Pourtant, l'idée persistait. Le feu était absolu. Le feu consumait tout, ne laissait aucun abri, aucune seconde chance. Au début de la Seconde Guerre mondiale, les scientifiques américains revisitèrent cette arme ancestrale avec une approche moderne. Comment la rendre portable, fiable et suffisamment meurtrière pour changer le cours de la guerre dans la jungle. Dans des ateliers de fortune dispersés à travers le Pacifique, ils commencèrent à créer quelque chose de nouveau. Le lance-flamme M2, officiellement connu sous le nom de M22. Il n'était pas élégant. Il était lourd, brutal et simple. 2 réservoirs cylindriques remplis de carburant étaient attachés au dos de l'opérateur, tandis qu'un plus petit réservoir d'azote fournissait la pression. Un tuyau relié à une lance tenue à la main qui pouvait projeter le feu plus loin que quiconque ne l'aurait cru possible, environ 27 mètres. Le carburant lui-même était de l'essence épaissie avec un nouveau composé appelé napalm, un gel collant et brûlant qui adhérait à tout ce qu'il touchait et refusait de s'éteindre. Lorsqu'on appuyait sur la gâchette, l'azote comprimé forçait le napalm à travers la buse où une petite flamme d'allumage le transformait en jet de feu liquide. Entièrement chargé, le M2 pesait environ 32 kg et pouvait maintenir environ 7 secondes de flamme continue. 7 secondes. C'était tout ce qu'il fallait pour transformer une crête de jungle en enfer.
L'arme n'était pas conçue pour la beauté ou le confort. Elle était conçue pour des résultats. Les marines qui l'ont vue pour la première fois ne réalisaient pas qu'ils tenaient un dispositif qui allait redéfinir la guerre. Ce n'était pas juste une arme, c'était la peur portable, prête à être déchaînée dans un monde où le courage seul ne suffisait plus pour survivre. Chaque marine qui attachait un lance-flamme M2 savait ce que cela signifiait. Dès que ces lourds réservoirs jumeaux reposaient sur votre dos, vous deveniez la première cible sur le champ de bataille. L'ennemi n'avait pas besoin de voir votre visage. La silhouette de ces cylindres suffisait. Les tireurs d'élite étaient entraînés à la repérer, à viser les réservoirs et à vous transformer en explosions vivantes. Le poids seul, près de 32 kg, tirait sur votre colonne vertébrale et ralentissait chacun de vos pas. Chaque mouvement cliquetait et sifflait avec le bruit des valves et de la pression. Ce n'était pas juste une arme. C'était un fardeau qui exigeait à la fois courage et précision, car une seule erreur pouvait enflammer tout ce qui était derrière vous. L'entraînement était intense et impitoyable. Les Marines apprenaient à travailler par paire. L'opérateur du lance-flamme et son protecteur, un fusilier dont le travail était de le garder à tout prix. Sur les terrains d'entraînement à travers le Pacifique, ils répétèrent la même danse mortelle. Avancer, s'accroupir, tirer, reculer. Le timing était synonyme de survie. Si l'opérateur perdait l'équilibre ou tordait le tuyau trop brusquement, il risquait de rompre une conduite. Une seule balle traçante pouvait percer le réservoir et transformer l'opérateur en boule de feu. Pourtant, malgré le danger, il y avait des volontaires, des hommes qui voyaient l'arme non comme une malédiction, mais comme un défi. Ils s'appelaient les porteurs de torches, mis par fierté, mis par humour noir. Mais il y avait une autre bataille, une que nul manuel ne pouvait les préparer à affronter, la bataille morale. Tirer sur un ennemi à distance était une chose. Regarder un être humain consumé par les flammes en était une autre. Les cris, l'odeur, la vue de corps se tordant dans l'agonie. Cela se gravait dans l'esprit. Certains opérateurs vomissaient après leur première mission. D'autres restaient silencieux pendant des jours. Pourtant, ils chargeaient les réservoirs et y retournaient. Ils comprenaient ce que les officiers avaient déjà appris face à un ennemi qui refusait de se rendre. La pitié devenait un luxe. Dans les jungles du Pacifique, la survie exigeait le feu, et les hommes qui le portaient devaient devenir à la fois armes et témoins de la vérité la plus sombre de la guerre, que la peur elle-même pouvait être fabriquée. À l'été 1944, l'avancée américaine à travers le Pacifique était devenue une partie d'échec brutal de saut d'île en île. Chaque mouvement les rapprochait du territoire japonais, mais chaque nouvelle case sur la carte saignait davantage d'hommes. Puis vint Saipan, la clé de tout. À peine 24 km de long, cette île de l'archipel des Mariannes était plus que du corail et de la jungle. C'était la piste d'envol parfaite. Depuis Saipan, les nouveaux bombardiers Super Fortress B-29 américains pouvaient frapper Tokyo même. Les deux camps connaissèrent sa valeur, et les deux savaient que celui qui la détiendrait déciderait du sort de la guerre dans le Pacifique. Les Japonais fortifièrent Saipan avec 31 000 hommes, de l'artillerie cachée dans des falaises calcaires et des tunnels souterrains qui faisèrent de l'île un nid d'abeilles de mort. Ils jurèrent qu'aucun Américain n'y poserait jamais le pied vivant. Le 15 juin 1944, 8000 marines américains déferlèrent sur les plages dans la première vague. En quelques minutes, la mer se teinta de rouge. L'artillerie pleuvait depuis les crêtes. Les mitrailleuses fauchèrent le rivage. Pourtant, ils avançaient, mètre par mètre, creusant de peu profondes tranchées sous le feu. À la tombée de la nuit, les marines avaient établi une ligne fragile sur la plage. Mais alors que le crépuscule s'installait sur l'île, les commandants japonais préparaient une contre-attaque sans précédent. Ils rassemblèrent de leurs blessés, distribuèrent du saké, aiguisèrent les baïonnettes et donnèrent un dernier ordre: mourir avec honneur pour l'empereur. Chaque soldat survivant sur Saipan, de l'officier vétéran à la jeune recrue, participerait à une dernière charge banzai totale. Les Marines l'entendirent avant de la voir, un chant profond roulant à travers la jungle, enflant comme le tonnerre. Puis vint le scintillement des baïonnettes sous les fusées éclairantes. Des milliers de silhouettes surgirent à l'unisson, hurlant 10 000 ans alors qu'elles s'écrasaient contre les lignes américaines. Ce n'était pas une tactique, c'était un suicide rituel, des vagues humaines se jetant sur les mitrailleuses et les mortiers. Mais parmi les marines, cette nuit-là, se trouvaient de nouvelles silhouettes accroupies derrière les crêtes,
leur réservoir brillant au clair de lune. Le lance-flamme M2 venait d'arriver au combat, et la jungle allait brûler. Juste après minuit, le 7 juillet 1944, la plus grande charge Banzai de toute la guerre du Pacifique explosa à travers les crêtes de Saipan. Près de 3000 soldats japonais déferlèrent à travers la jungle, ivres d'adrénaline et de saké, hurlant le nom de l'empereur alors qu'il chargeait dans un mur de feu américain. De l'obscurité, des fusées éclairantes éclatèrent au-dessus, transformant la jungle en une lumière surréaliste de fumée et de mouvement. Les marines dans les tranchées serrèrent leurs fusils alors que le bruit de milliers de bottes se rapprochait, suivi du sifflement métallique des lames et du rugissement guttural de voix trop nombreuses pour être comptées. Puis vint un son que personne n'avait entendu auparavant. Un sifflement violent comme un serpent géant exhalant. Depuis les lignes des marines, des jets de feu liquide jaillirent dans la nuit. Le premier opérateur de lance-flammes à ouvrir le feu était un soldat de première classe de 19 ans de l'Ohio. Il n'avait jamais utilisé l'arme au combat auparavant. Lorsqu'il pressa la gâchette, l'azote sous pression força le napalm épais à travers la buse vers la masse qui chargeait. La jungle s'illumina instantanément. Les flammes s'accrochèrent aux uniformes, aux arbres et à la chair, se propageant plus vite que l'œil ne pouvait suivre. La charge qui avait terrifié les soldats américains pendant des années s'effondra soudainement dans le chaos. Les cris de Banzai se transformèrent en cris d'agonie. Le napalm ne brûlait pas seulement, il collait. Il recouvrait tout ce qu'il touchait, transformant l'air lui-même en arme. La chaleur était si intense que les bandes de munitions détonnaient là où elles reposaient. Les grenades explosaient dans les mains des soldats et les feuilles au-dessus de leurs têtes s'enflammaient. Le feu consumait l'oxygène, étouffant la nuit dans la fumée. Les crêtes autrefois vertes brillaient d'orange, vivantes d'ombres mouvantes. Certaines humaines, d'autres méconnaissables. Pourtant, la charge ne s'arrêta pas. Même alors que des centaines brûlaient, d'autres continuaient à travers l'enfer, visages noircis, baïonnettes fixées. Pour les marines, c'était comme combattre des fantômes qui refusaient de mourir. Les opérateurs de lance-flammes tinrent leur position, enchaînant leurs salves de 7 secondes tandis que les fusiliers les protégeaient des tireurs d'élite. L'air empestait l'huile brûlante et la chair. En quelques minutes, quelque chose de fondamental dans la guerre avait changé. Le courage ne décidait plus de la victoire. La chimie, oui. Et pour la première fois, dans le Pacifique, le feu devint stratégie. Lorsque les premiers réservoirs de napalm se vidèrent, ce ne fut pas le silence qui suivit, seulement le crépitement sourd des arbres en feu et le bruit lointain des grenades. La charge Banzai avait percé en poche, dispersé, et les marines se battaient maintenant au corps à corps baïonnettes, s'entrechoquant, poings frappants, couteaux brillants dans la lueur du feu. Le sol était glissant de boue, d'huile et de sang. Au milieu de ce chaos, les hommes qui portaient les lance-flammes M2 devinrent à la fois sauveurs et cibles. Les soldats japonais apprirent rapidement que tuer un opérateur de lance-flammes pouvait arrêter le feu et ouvrir une brèche dans la ligne. Ils visaient les réservoirs. Les balles ricochaient sur les coques d'acier courbées, et quand l'une trouvait sa cible, l'explosion illuminait la nuit comme un soleil miniature. Le soldat Harding, son arme vide, saisit sa carabine et combattit aux côtés des fusiliers qu'il était censé protéger. Sur toute la crête, d'autres opérateurs tentaient de se repositionner sous le feu de couverture. Les réservoirs pesaient plus de 32 kilos, et chaque pas dans la boue ressemblait à traîner une ancre. Certains hommes tombèrent, écrasés par leur propre équipement lorsqu'ils furent touchés. D'autres continuèrent à avancer, épaules fumantes de chaleur, visages noircis de suie. Les marines qui les gardaient criaient les cibles, dégageant des couloirs pour que les lance-flammes puissent avancer. C'était un rythme brutal et coordonné. Les fusiliers tirant à distance, les lance-flammes balayant de près, chacun protégeant l'autre. Chaque opérateur connaissait les limites de son arme. Seulement 7 secondes de feu par chargement de réservoir. Mais ces 7 secondes pouvaient effacer une charge, effondrer un bunker ou gagner un temps précieux pour que les camarades blessés soient évacués. Lorsqu'une salve atteignait sa cible, les résultats étaient absolus. Des sections entières de jungle s'enflammaient, les flammes se déplaçant plus vite qu'aucun homme ne pouvait courir. Ce qui rendait tout plus terrifiant était le silence après. Pas de coup de feu, pas de mouvement, seulement le rugissement sourd des flammes dévorant la végétation et la chair.
À l'aube, la jungle autour de ces pans ressemblait à la surface d'une autre planète. Des arbres calcinés se dressaient comme des doigts noirs sur un sol fumant. Des corps, amis et ennemis confondus, gisaient, tordus parmi les cendres. Le lance-flamme M2 avait fait son travail. La plus grande charge Banzai de l'histoire était terminée et l'ère des attaques suicides de masse s'était consumée avec elle. Au lever du soleil, le 7 juillet 1944, le champ de bataille était méconnaissable. L'air vibrait encore de chaleur. La fumée dérivait bas sur les crêtes et la puanteur de l'huile brûlée et de la chair pesait assez lourd pour être goûtée. Des milliers de soldats japonais gisaient morts. Leur charge, autrefois invincible, réduite en cendres et en silence. Plus de 2500 avaient été tués en quelques heures. Seulement, les marines, bien que meurtris et sans sommeil, avaient tenu la ligne. Et ce faisant, ils avaient été témoins de quelque chose de bien plus grand qu'une simple victoire. Le mythe de la charge Banzai, imparable, avait été brisé, non par le courage, mais par la chimie. Les salves de 7 secondes du lance-flamme avaient en fait plus que nettoyer la jungle. Elles avaient changé la psychologie. Pendant des années, les soldats japonais s'étaient battus avec une invincibilité quasi spirituelle, croyant que la mort au combat signifiait l'honneur éternel. Mais le feu réécrivit cette croyance. C'était la seule force qu'ils ne pouvaient ni combattre ni endurer. Il consumait l'honneur, effaçait le courage et niait la dignité de mourir, l'épée à la main. Des documents capturés révélèrent plus tard que les troupes japonaises craignaient les lance-flammes plus que les chars, les mortiers ou les mitrailleuses. Un officier écrivit « L'arme de feu n'est pas de ce monde ». Pour les Marines, cependant, la victoire eut un coût. Les hommes qui portèrent le M2 n'étaient pas des héros célébrés, c'étaient des hommes hantés. Beaucoup refusèrent de parler de ce qu'ils avaient fait. Brûler des hommes vivants, même des ennemis, laissaient des marques qu'aucun métal ne pouvait cacher. Des vétérans admirent plus tard que le son du carburant s'enflammant hantait leurs rêves pendant des décennies. Pourtant, dans l'arithmétique froide de la guerre, l'arme avait fonctionné. Chaque grotte nettoyée par le feu signifiait des dizaines de marines épargnées de ramper à l'intérieur avec des grenades. Chaque charge brisée signifiait moins de tombes américaines. À partir de ces pannes, la tactique Banzai disparut presque. L'armée japonaise, autrefois définie par une offensive sans peur, passa à une défense désespérée, creusant plus profond, construisant des réseaux de grottes, forçant les Américains à combattre mètre par mètre. L'équilibre de la terreur s'était inversé. La flamme avait fait ce que les balles n'avaient jamais pu faire. Elle avait appris même aux guerriers les plus fanatiques à avoir peur. Après ces pannes, la leçon se répandit plus vite que les flammes qui avaient brûlé ces jungles. Ce qui avait commencé comme une arme improvisée portée par quelques marines devint rapidement un outil essentiel de la machine militaire américaine, le lance-flamme M2 évolua d'un dispositif défensif à l'épine dorsale de l'avancée américaine île par île. Au moment où les Marines débarquèrent à Iwo Jima en février 1945, chaque division avait un peloton de lance-flammes dédié. Ils s'entraînaient jour et nuit pour nettoyer les grottes, tunnels et casemates que l'artillerie ne pouvait atteindre. Sur un terrain volcanique où même les chars peinaient à grimper, ces hommes devinrent la pointe de la lance, marchant dans les ténèbres avec rien d'autre qu'un réservoir de napalm et 7 secondes d'enfer. Iwo Jima était une forteresse construite dans la terre elle-même. Sous les plages de sable noir et les crêtes déchiquetées, les Japonais avaient creusé plus de 16 km de tunnels, bunkers et chambres remplis de munitions et de nourriture. Ils n'avaient aucun plan de retraite. Leurs ordres étaient simples. Combattre jusqu'à la mort. Emmener autant d'Américains avec eux que possible. Les mitrailleuses et les grenades ne pouvaient pas les atteindre dans leurs grottes. L'artillerie ne faisait que sceller les entrées. La solution, une fois de plus, revenait au feu. Les équipes de lance-flammes avancèrent par paires, rampant sous le feu jusqu'aux entrées des grottes. Fusiliers et experts en démolition les flanquaient, assurant un tir de suppression pendant que les opérateurs calaient leurs réservoirs et visaient. La première salve remplissait la grotte d'un rugissement qui noyait tout. Le vent, les coups de feu, même la pensée. Les flammes se précipitèrent vers l'intérieur, dévorant l'oxygène et recouvrant les parois rocheuses de napalm brûlant. La température à l'intérieur de ces tunnels grimpait au-delà de 1100 degrés Celsius. En quelques secondes, les défenseurs fuyaient, hurlant dans le feu des mitrailleuses
ou suffoquer sur place. Ce n'était pas seulement de la destruction, c'était l'effacement total. Un marine le décrivit des années plus tard. Vous ne les tuiez pas simplement, vous effaciez l'air qu'ils respiraient. La déclaration était froide, mais exacte. Les lance-flammes ne gagnaient pas seulement des batailles, ils en changèrent la nature. Mais le coût pour les hommes qui maniant le feu était immense. Les opérateurs de lance-flammes avaient une espérance de vie mesurée en minutes une fois l'assaut commencé. Les tireurs d'élite japonais apprenaient à viser d'abord les réservoirs, et un seul impact pouvait incinérer une escouade entière. Les opérateurs le savaient, pourtant ils avançaient quand même. Ils combattaient en équipe de deux, l'un portant, l'autre protégeant. Souvent, c'était le protecteur qui mourait en premier. Ceux qui survivaient revenaient souvent avec leurs propres brûlures, leur équipement fondu, leurs yeux noircis par la suie. À Okinawa, la bataille finale et la plus sanglante du Pacifique, le lance-flamme devint l'arme de choix. Les troupes japonaises avaient complètement abandonné l'idée de bataille ouverte. Elles s'étaient enfouies profondément dans les collines calcaires, créant des labyrinthes de morts. Les marines répondirent avec une fureur méthodique. Chaque grotte était nettoyée systématiquement. Grenades d'abord, flammes ensuite. Les ingénieurs montèrent des lance-flammes sur des chars Sherman, créant des enfers mobiles qui pouvaient baigner des flancs de collines entiers dans le feu. C'était efficace, c'était dévastateur, et c'était horrifiant. À la mi-1945, le lance-flamme s'était transformé d'une arme tactique en un symbole de domination américaine et de la décadence morale croissante de la guerre. Ce qui avait commencé comme une réponse désespérée aux charges suicides était devenu une procédure standard. Villages, jungles et grottes brûlaient tous de la même manière. Le feu devint synonyme de victoire. Pourtant, dans les suites de chaque bataille, alors que les marines se tenaient au-dessus de grottes fumantes et regardaient ce qu'ils avaient fait, une question persistait. Combien de leur propre humanité avaient-ils brûlé avec? Les commandants justifiaient l'arme par les chiffres. Moins de morts marines, victoire plus rapide, bataille plus courte. Mais parmi les troupes, le poids émotionnel était plus lourd que n'importe quel réservoir de carburant. Un survivant écrivit « Le feu a sauvé ma vie 100 fois, j'aurais juste aimé ne pas avoir à voir ce qu'il faisait au leur. » Sepan avait appris aux militaires que la peur pouvait être fabriquée. Iwo Jima et Okinawa prouvèrent qu'elle pouvait être industrialisée. Des paysages entiers transformés en cendres au nom du progrès. Et alors que la guerre approchait du territoire japonais, les planificateurs regardèrent leurs cartes et virent un avenir terrifiant. Une patrie faite de bois, de papier et de bambou. Si l'invasion avait lieu, le feu qui avait consumé les îles consumerait bientôt la nation. Le lance-flamme, M2, autrefois une arme de fortune, faisait maintenant partie de quelque chose de bien plus grand. Une philosophie de guerre où l'anéantissement remplaçait l'honneur, et la victoire signifiait la survie à tout prix. Le feu qui avait mis fin à la charge Banzai allait éclairer le chemin jusqu'aux portes du Japon. Lorsque la guerre prit fin en août 1945, l'histoire du lance-flamme ne s'arrêta pas avec elle, elle se tut simplement. L'arme qui avait stoppé la charge Banzai à Sepan et transformé les grottes d'Iwo Jima et d'Okinawa en tempête de feu était soudainement déplacée dans un monde qui tentait de se reconstruire. Les soldats rentrèrent en héros. Mais les hommes qui avaient apporté le M2 ne furent pas célébrés dans les défilés. Ils étaient hantés par l'odeur du napalm brûlant et les cris qu'ils ne pouvaient oublier. L'armée emballa les lance-flammes dans des caisses, les enterra dans des entrepôts et laissa l'histoire avancer sans mentionner ce que ces 7 secondes de feu avaient accompli. Pourtant, l'héritage de l'arme ne disparut jamais vraiment. Il évolua. Les mêmes principes chimiques derrière l'essence, épaissis du M2 devinrent la base du bombardement au napalm, une forme bien plus grande et mortelle de la même terreur. De la Corée au Vietnam, les jets portèrent en avant la leçon née dans les jungles de Sepan. Le feu ne détruisait pas seulement, il contrôlait. Il dictait le mouvement, brisait le moral et réécrivait les limites de la peur. D'une certaine manière, chaque frappe aérienne qui transformait la nuit en jour était l'écho de ce premier jet de flamme tiré par un marine de 19 ans sur une crête sombre du Pacifique. Mais sous les statistiques et les triomphes militaires, le coût humain persistait. Les survivants japonais qui avaient vécu les attaques au lance-flammes parlèrent de l'arme non avec haine, mais avec une sorte de respect horrifié. Un vétéran dit « Cela nous a fait comprendre que les dieux nous avaient abandonnés ». La croyance traditionnelle du Bushido, en l'honneur par la mort,
n'avaient aucune défense contre une arme qui réduisait les hommes en cendres avant même qu'ils ne puissent se battre. Pour les Américains aussi, la blessure morale était profonde. De nombreux opérateurs avouèrent des décennies plus tard qu'ils n'avaient jamais parlé de leurs actes, même pas à leur famille. Ils avaient été formés pour survivre, pas pour traiter ce que la survie exigeait. Dans les années d'après-guerre, alors que le Japon se reconstruisait et que l'Amérique se tournait vers l'ère atomique, le lance-flamme disparut de la mémoire, éclipsé par la bombe qui mit fin à tout en un seul éclair. Pourtant, d'une manière sombre et poétique, le M2 avait préfiguré Hiroshima. Les deux étaient nés de la même idée que la destruction totale pouvait sauver des vies en terminant la guerre plus vite. Les deux prouvèrent qu'une fois que le feu devient stratégie, l'humanité perd quelque chose qu'elle ne peut jamais regagner. Aujourd'hui, le lance-flamme M2 repose dans des musées, souvent derrière une vitre, poli et silencieux. Les touristes y voient une relique, les historiens y voient de l'innovation, mais ceux qui comprennent vraiment son histoire y voient autre chose. Un miroir tendu à la capacité de l'humanité, pour l'invention comme pour l'horreur. L'arme qui a stoppé la charge a aussi brûlé les illusions de la guerre noble. Elle a forcé le monde à affronter une nouvelle vérité, que la victoire et la moralité partagent rarement le même champ de bataille. Sur les crêtes noircies de ces pans, des réservoirs rouillés gisent encore à moitié enfouis dans le sol. La jungle a repoussé, couvrant les cicatrices, mais creusé assez profond, et la terre sent encore faiblement le carburant. La guerre a peut-être pris fin, mais la question qu'elle a posée n'a jamais refroidi. Quand la survie exige le feu, quelle part de votre âme brûlez-vous avec? Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à Philippe Philippe pour garder vivantes les vérités oubliées de l'histoire. Car derrière chaque arme, chaque victoire et chaque chiffre, il y a une histoire que le monde a tenté d'oublier, et quelqu'un qui ne le pourra jamais.